Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trends Talk. Au cœur de l'été, l'actualité reste agitée. On parle beaucoup évidemment de l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne. On va parler de ça et de bien d'autres choses avec Jean Hendricks, qui est professeur d'économie à l'UC Louvain, chercheur à l'Institut Itinéra, entre autres choses. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, une période agitée. On va parler notamment d'un rapport que vous avez fait sur l'emploi, mais l'actualité prime évidemment. Et donc on a cet accord. Alors le résumé, ce serait de dire que les États-Unis nous imposent 15% de droits de douane et que l'Union européenne n'en percevra pas, mais c'est évidemment un peu plus complexe que ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce deal ? Je pense qu'il faut un peu comprendre notre situation en termes de pouvoir de négociation. Une Europe où finalement on a Ursula von der Leyen qui est finalement mandatée pour négocier en notre nom, au nom des 27. 27 États qui n'ont pas nécessairement des intérêts convergents et qui finalement bénéficient d'avoir une seule personne qui les représente pour négocier en leur nom. Mais face à un Donald Trump qui est le roi du deal et qui a réussi en quelque sorte à positionner la négociation en sa faveur. D'abord en concentrant la discussion sur un déficit commercial en biens, uniquement en biens. Où effectivement, en excluant les services. En excluant de fait les services. Ils sont importants, on le sait, notamment via les GAFA. En créant d'une certaine manière artificiellement un déficit, puisque si on prend la balance élargie aux services, on se retrouve grosso modo avec peut-être un petit déficit de l'ordre de 50 milliards au lieu des 270 milliards qui sont annoncés par Trump aujourd'hui. Donc, mais évidemment, ça c'est l'art du deal. Le deuxième, c'est de lier ça... Ursula von der Leyen, c'est un peu fait rouler dans la farine, quand même. Oui, mais c'est l'art de démarrer la discussion. C'est l'art le roi du deal. Le deuxième, c'est aussi de lier ça avec la situation de sous-financement des États membres de l'Europe vis-à-vis de l'OTAN. Et la menace éventuelle que les États-Unis pourraient se retirer dans une situation où les pays d'Europe ont une guerre sur leur territoire et ont grand besoin, en quelque sorte, de la participation des États-Unis. C'est une deuxième chose importante. Et la troisième chose... On lit des choses, en fait. On lit clairement ces choses. Donc c'est là américaine. Absolument. Comme on appelle ça dans la négociation, le bundling. On négocie sur plusieurs sujets en même temps. Et on le fait ainsi. Et donc, ça nous amène quelque part, avec aussi la troisième élément de ces négociations, c'est de partir avec une menace très élevée en termes de tarifs de 30%. Parce qu'on part de 30%, c'était ça. On part de 30%. 30%, c'est 10 fois plus que ce qu'il y avait avant Trump. Donc, début de l'année... Donc ça veut dire que, quelque part, 2025, ce à quoi on aboutit là, c'est la moins mauvaise solution. On met des exigences très élevées pour finalement raboter de moitié. De 30, on passe à 15%. Et on achète l'accord d'une certaine manière en faisant ainsi. Mais le fait est que la menace était quand même crédible. Perçue comme crédible par l'Europe. Et donc, on avait vraiment peur de la question de s'engager dans une guerre commerciale qui pouvait être très, très dommageable à l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe est le premier exportateur vers les États-Unis. Donc, on n'était pas prêt au rapport de force, parce qu'il y a des pays, la France, par exemple, en tout cas dans les mots, exprime une position plus matamoresque, on va dire, mais au bout du compte, on n'est pas prêt à l'assumer. Non, la France, de toute façon, a très peur. Tout son secteur du luxe, par exemple, est très, très inquiet des droits de douane qui étaient à 30%, je vous rappelle. Donc, 30%... 15%, à la limite, ils peuvent encore... Ils peuvent, à la limite, encore... Mais ils atteignent la limite parce que jusqu'à présent, c'est un secteur où on a surtout répercuté toutes les taxes sur les hausses de prix, mais maintenant, ils ne peuvent plus le faire. Ils atteignent la limite et risquent de perdre du marché. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que l'Europe est le principal. 600 milliards d'exportations de biens sur le marché américain. C'est 500 milliards pour la Chine, 450 milliards pour le Canada. On est de loin le premier exportateur. Donc c'est dramatique de nous engager dans une guerre commerciale dont on ne connaîtra pas l'issue. Donc l'issue aujourd'hui, elle est moins dramatique. Alors, si elle préoccupe les entreprises. C'est ma lecture, mais ma lecture, c'est que quelque part... Ursula von der Leyen a navigué de manière intelligente dans le détroit de Magellan, j'aurais envie de dire à la Magellan, dans des eaux troubles, avec des forts vents. Elle a réussi à naviguer dans ce petit passage très étroit, en territoire inconnu, sans carte, et elle a réussi à faire quoi ? À désamorcer un tarif de 30% qui était d'application déjà aujourd'hui. Donc on est passé de 30 début août à 15. Donc ça, c'est déjà une bouffée d'oxygène. C'est ça qui s'est passé. Ensuite, sur base d'un accord, mais un accord où il n'y a aucun détail.
Oui, parce que j'allais dire, ceci n'est pas un accord. Voilà. Il n'est pas légalement secteurs qui ne contraignant. savent pas s'ils sont dedans ou pas. Voilà. Donc, quelque part, on donne une espèce de trophée, victoire politique à Trump, qui doit prochainement avoir ses midterms. Donc pour lui, c'est important de revenir avec cette annonce que j'ai un deal de 15%, tarif de base avec l'Europe. Et avec ça, il va vendre ses autres deals avec la Chine, avec le Canada, avec le Mexique, etc. Donc, mais bon, il survend. La négociation. Ça veut dire qu'on va encore devoir ajuster un certain nombre de choses Oui, mais par exemple, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'un quart des exportations de l'Europe vers les États-Unis ne seront pas touchées par ces 15%. Voilà. C'est tout le secteur pharmaceutique. Et ça, au niveau belge, pour l'instant, très bonne nouvelle. Pour l'instant, mais bon, dans l'accord tel quel, c'est ça. C'est quand même. Parce que là aussi, j'ai vu qu'il y avait des divergences d'interprétation. Oui, mais non, parce que si on y réfléchit, il y a une bonne raison, c'est que ça risque de se répercuter sur le coût du médicament aux États-Unis et sur le coût des soins de santé. Et ça, politiquement, c'est une pilule, si je peux me permettre le jeu de mots, qui passerait mal en période électorale. Et donc, on ne peut pas facilement répliquer un médicament, vous voyez. Il y a des brevets sur tout ça. Et donc, on ne peut pas facilement non plus délocaliser comme ça toute cette industrie européenne pharmaceutique aux États-Unis. Et donc, là, quelque part, ils sont un peu coincés. On a un certain pouvoir de marché, ils sont coincés dans la capacité à taxer cela. Donc, ça se retournerait contre eux. Idem pour l'aéronautique. On sait que leur secteur de l'aviation et l'aéronautique a de grosses difficultés. Ils n'arrivent pas à produire suffisamment. Et donc, ils ont besoin d'apporter. Dans la tourmente, voilà, ils ont besoin d'apporter. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre. Et donc, ça, c'est un élément qu'il faut aussi prendre en considération. Donc, on a désamorcé la bombe, j'ai envie de dire. On n'est pas trop au clair, explicite sur les détails précis. Je parle par exemple aussi de l'accord sur l'énergie. Il faut acheter. Ce que j'allais dire, il y a un volet dont on parle peut-être moins, mais qui concerne 600 milliards d'investissements et 750 milliards d'achats d'énergie. Mais ça, on ne sait pas trop ce que ça représente. Alors, relativisons. Les 600 milliards, c'est sur base déclarative des grands patrons qui s'engageraient, des intentions, ce n'est que des intentions, il n'y a rien d'écrit, ça n'est pas légalement contraignant, il n'y a aucun détail là-dessus, on ne sait pas quel secteur en particulier, sous quelle forme, donc on ne sait pas. Mais ça représente quoi? Ça représente 10% des investissements actuels, 6 000 milliards de l'Europe aux États-Unis. Donc, à la limite, 10% de hausse d'investissement, pourquoi pas, ce n'est pas complètement déraisonnable. Par contre, ce qui semble exorbitant, c'est les 750 milliards d'achat d'énergie aux États-Unis. Et en gros, c'est 2 tiers, c'est ça. Oui, mais 2 tiers, c'est quand même du gaz liquéfié. Et ça, c'est un peu surprenant parce que c'est 5 fois ce qu'on achète aujourd'hui. Et qu'il n'y a pas de précision de alors, il n'y a pas de précision sur à quel prix et à quel volume. À des volumes importants à petit prix, on veut bien, mais des petits volumes à grand prix au-dessus du prix marché, non. Notre industrie souffre d'un handicap de coût de l'énergie. On paie l'énergie 2 fois plus cher. En plus, on s'est déjà battu pour se départir de la Russie. C'est pas pour aller payer des surprix aux Américains. Sachant qu'en plus, la Chine, de son côté, ne se gêne pas de racheter l'énergie et le pétrole et le gaz russe à bon prix, tout comme l'Inde le fait. Donc, on a de la concurrence qui vient de l'autre côté aussi. Et donc, on doit cesser d'être naïf à ce niveau-là. Et donc, je pense que, compte tenu de la date butoir qui lui a été imposée, elle ne s'est pas trop mal débrouillée. Tout ça doit être ratifié par les 27 pays membres et, je pense, aussi par le Parlement européen. Donc, en fait, on rentre dans une séquence de négociations qui va prendre des années, en fait. Et dans une nouvelle ère, parce que malgré tout, ça scelle une nouvelle ère. Toutes ces deals qui sont noués avec le Canada, le Japon. On rentre dans une ère mêlant protectionnisme. Mais les économistes américains sont très inquiets, en fait. C'est ça qui est intéressant de voir. Quelle est la perception par les économistes américains et le monde financier de la situation? Ce qu'ils craignent, c'est que le reste du monde se détourne des États-Unis pour commercer. Et qu'en fait, le commerce soit renforcé à l'extérieur des États-Unis et se déforce avec les États-Unis. Donc les États-Unis deviennent une petite île, en quelque sorte, qui va se retrouver déconnectée du reste du monde. Et ça se voit déjà par les accords avec l'Europe et le Canada, l'Europe et les États-Unis. Tout ça est renforcé. On baisse les droits de douane. Mercosur, dont on a beaucoup parlé. Et donc, on va voir un déplacement, en fait, de nos acheteurs et de nos fournisseurs. Les chaînes d'approvisionnement vont se décaler et le marché va réagir de la sorte, en fait. Donc, à court terme, c'était une victoire à la Pyrrhus pour les États-Unis, mais à très moyen terme, le risque pour les États-Unis, c'est de se retrouver en quelque sorte isolé.
Oui, avec un monde qui, on le Qui dit va sur le grandir plan sans lui. géopolitique, mais qui devient de plus en plus multilatéral, en fait, avec des pôles de puissance, des empires qui ont leur zone d'influence, etc. Ouais. Il y a un rééquilibrage, un recentrage en fait du commerce mondial, et n'oublions pas l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est qui deviennent des gros morceaux, des gros partenaires potentiels aussi pour l'Europe. Donc l'Europe commence déjà à chercher des alternatives, à diversifier ses sources. De la même manière, pour l'énergie, on doit garder le droit de diversifier nos sources d'approvisionnement. On ne doit pas rester pieds et mains liés, comme on l'avait été avec le Nord Stream, hein, pieds et mains liés avec un seul fournisseur. C'est la pire décision qu'on puisse prendre. Alors, qu'est-ce que ça va dire aussi de notre situation en Belgique ? On a une croissance qui est un peu faible. Bon, là, on a eu des réformes, le fameux accord de l'été dont Bardouever dit qu'il est l'accord du siècle. On rentrera un peu dans les détails, mais on a un mur budgétaire qui arrive sans doute à la rentrée. Ce contexte d'incertitude géoéconomique, il n'est quand même pas brillant pour nous aussi. Bon, l'accord a quand même levé un certain nombre d'incertitudes. Hein. Regardez simplement la réaction des places boursières européennes. Elles ont été à la hausse. Elles ont quand même intégré de manière positive cette décision. On a enlevé, je dirais, une incertitude, une insécurité dans un monde qui est en grande incertitude. Notamment les 30%. Et en grande turbulence. Dit, hein. Donc là, et surtout le risque de partir dans une guerre commerciale. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Hein. Et donc là, vraiment, ça a enlevé une certaine insécurité, mais on reste avec beaucoup d'incertitudes, effectivement. Hein. Et donc ici, effectivement, au niveau belge, il y a l'insécurité budgétaire et la dette. Hein. Le poids de la dette qui peut se traduire s'il y a une flambée des taux d'intérêt par un coût du crédit qui explose et très vite on est dans une boule de neige. Et c'est vrai pour le gouvernement fédéral, c'est vrai pour les entités fédérées. Hein. N'oublions pas que la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne serait-ce qu'elle, a déjà 10% de déficit. Hein. 10% de la ses région recettes. bruxelloise et la région bruxelloise est aussi en grande difficulté financière, la région wallonne aussi. Donc autant les entités fédérées que le pouvoir fédéral sont en grande tension budgétaire. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une hausse importante du coût du crédit et de l'intérêt. Donc ça, c'est une première grosse menace pour nous. On a la question de sécurité et de la cybersécurité qui est bien présente. Hein. On a cette menace russe là à nos frontières et on ne sait pas où elle va s'arrêter. Donc on ne voit pas arriver une solution diplomatique, ce qui ne rassure pas du tout les gens. Et on a, parlons aussi clairement, cette espèce de vague migratoire qui commence doucement à faire peur et risque et déstabilise en partie déjà nos démocraties européennes. Hein. On le sent très bien, la polarisation s'installer avec cette arrivée que certains considèrent même ce spectre, si vous voulez, des migrations qui est un peu animé, excité par le pouvoir russe, hein, qui déstabilise une partie de... Et en même temps, donc je dis, le gouvernement de Wever a pris un certain nombre de réformes. Il y a une vraie volonté, en tout cas affichée, de doper le taux d'emploi en Belgique, fameux objectif d'arriver à 80% du taux d'emploi en 2030. On sait que ça va être sans doute difficile. Vous avez publié une étude qui était très intéressante sur justement le marché de l'emploi et j'allais dire sa réalité, qui montrait notamment, alors vous allez me dire si je caricature, mais qu'il y a évidemment un problème qui se pose en fin de carrière, mais que le vrai problème, il était peut-être en début de carrière, en fait, pour créer un taux d'emploi plus important. Oui, donc pendant assez longtemps, on s'est concentré sur la prolongation de l'activité professionnelle et essayer de laisser sur le marché du travail le plus longtemps possible les seniors. Donc c'était vraiment... Ce qui est encore le cas, notamment avec le bonus-malus maintenant. Oui, mais ce qui, d'une certaine manière, se retrouve dans l'accord de gouvernement. Donc, en fait, toutes les décisions qui sont prises là visent essentiellement à maintenir le plus longtemps possible les gens sur le marché du travail. Mais quelque part, on se concentre, je ne dis pas que ce n'est plus un problème, mais ce n'est plus le problème principal. Le problème principal, c'est que durant les 10-15 dernières années, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une régression, mais assez importante et structurelle, de l'emploi des jeunes. Et donc une montée de plus en plus tardive des jeunes sur le marché du travail et à l'emploi. Et ça pose tout un certain nombre de problèmes. D'abord, il faut comprendre les raisons pour lesquelles ils montent si tardivement sur le marché de l'emploi. Mais il faut aussi comprendre que monter à l'emploi, c'est aussi une manière d'acquérir une certaine discipline. L'emploi est structurant fondamentalement. Et donc, ça peut aussi expliquer un certain nombre de problèmes qu'on voit chez nos jeunes qui sont un peu perdus, en déshérence, désorientés. Vous avez souvent mis l'accent dans des discussions qu'on a eues sur la santé mentale des jeunes. Hein. Vous avez dit que c'est un vrai sujet de préoccupation dont on ne parle pas.
Oui, ça peut aussi être lié à la montée tardive sur le marché de l'emploi. Enfin, je ne dis pas que c'est lié qu'à ça. Il y a les causes à effet, mais il y a quelque chose qui se passe là et dont on ne prête pas suffisamment attention. Et donc, le but de l'étude, effectivement, était de montrer simplement qu'il y a eu un renversement. En 2019, exactement, le taux d'emploi des jeunes est passé sous le taux d'emploi des seniors de plus de 55 ans. Ça, c'est tout à fait nouveau et c'est historique. Et on ne le mesure pas, en fait, pas encore. En tout cas, non, donc le but de l'étude, c'est d'inviter en quelque sorte nos acteurs économiques de réfléchir à comment finalement mettre plus rapidement à l'emploi nos jeunes. Et c'est une forme de, je dirais, de renouvellement démographique dans le marché du travail qui permet aussi peut-être de faire, diffuser plus rapidement les nouvelles technologies dans le marché du travail, puisque les jeunes sont plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Et donc, réfléchir un peu à comment accélérer cette montée sur le marché du travail des jeunes. Et donc, ça en vient à discuter à la question de notre système d'enseignement, notre système de formation, de stage. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des jeunes qui traînent dans des études et après des études, ils font des études ou ils font un petit tour du monde ou ils font... Et on se demande si c'est peut-être pas mieux à un moment donné de les mettre le pied à l'étrier, quitte à reprendre des études, une formation plus tard. Mais donc vouloir à tout prix garder plus longtemps, ne parlons pas des redoublements et des retards en fait dans la scolarité, qui s'allongent et qui s'allongent. Et donc c'est réfléchir à tout ça en fait. Et ça, je pense que ça parle un peu à tout le monde parce que tout le monde voit ça autour de lui, voit cette difficulté qu'ont les jeunes à, trouver un intérêt à s'engager professionnellement. C'est presque une mobilisation qu'on pourrait avoir. En tout cas, sans doute qu'il y a des mécanismes à trouver. On a parlé, par exemple, le débat en Fédération Wallonie-Bruxelles sur la nécessité de raccourcir les études. Ça avait provoqué quand même pas mal de discussions parce qu'on se rend compte que la réforme des crédits était certainement une très bonne chose, mais qu'elle a un effet pervers, c'est que sans doute qu'on prend son bagage avec soi pendant plus d'années qu'il ne faut. Oui, on a surtout en Belgique des taux de retard dans la scolarité les plus élevés d'Europe. Donc ça retarde la montée sur le marché du travail, mais on a aussi des jeunes en décrochage très important. Donc on ne mesure pas très bien le décrochage. Il y a toute une série de choses là qui se posent. On sait que les employeurs ont des difficultés avec le personnel plus jeune parce qu'ils sont plus instables, plus volatiles. Ils commencent et puis ils partent plus vite. Donc, il y a d'autres exigences. On parle toujours des enseignants qui, après 4 ans, la plupart des jeunes enseignants quittent, mais on a ce même problème en fait chez les salariés. Et donc c'est question de se dire, s'identifier au monde du travail, à l'emploi, s'investir professionnellement. Et donc voilà, donc c'est une question qui se pose vraiment et qui est dans les chiffres. Si on veut remonter l'emploi, il faut remonter l'emploi là où il est faible, c'est-à-dire chez les jeunes aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup évidemment de la réforme du chômage, la limitation dans le temps des allocations de chômage, 2 ans, avec des premiers effets qui se feront sentir début de l'année prochaine. Certains disent que ça va être un drame social. Votre regard, c'est quoi par rapport à ça ? Mais je comprends l'inquiétude parce qu'on sait que les chômeurs de longue durée, ce sont majoritairement des personnes qui sont peu qualifiées, donc qui n'ont pas le diplôme du secondaire supérieur. Et donc se pose vraiment la question, quelle est la politique d'accompagnement ? Parce que si c'est simplement pour transférer sur les CPS, on n'a rien résolu. En fait, ces gens resteront dans une forme d'inactivité différente. Du chômage, ils passent dans l'inactivité sous forme d'aide sociale. Donc c'est ce que mon étude montre aussi, c'est que finalement, on a 5 fois plus de personnes en inactivité que de personnes au chômage. Donc la vraie question, si on veut relever l'emploi, c'est de réactiver tous ces inactifs. On sait qu'on a réussi à faire monter sur le marché du travail une bonne partie des femmes. Aujourd'hui, une femme en Flandre a plus de chances de travailler qu'un homme en Wallonie. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. Ça, c'est aussi un basculement. Et donc, la montée, la féminisation du marché du travail a permis de redresser très fort les taux d'emploi et a contribué très fort à l'économie, au fonctionnement de l'économie. On les voit partout, les femmes, elles sont partout, même dans les postes dirigeants maintenant. Et donc, elles contribuent, elles participent. Et par contre, on se rend compte que là, chez les personnes moins bien qualifiées, dans un monde où il faut... on a un raccourcissement des cycles de compétences, si je peux me permettre. On demande aux gens de travailler plus longtemps, mais on est plus vite obsolète, étant donné les évolutions technologiques. Il faudrait pouvoir se former plus régulièrement. Donc on doit mettre en place des formations très courtes et très ciblées sur des compétences techniques précises qui permettraient à ces personnes peu qualifiées de rentrer à l'emploi. En fait. Est-ce que ça veut dire que le taux d'alerte est surtout important en Wallonie, à Bruxelles ? Parce que là encore... Absolument, absolument. Donc il faut aussi s'inspirer de ce que la Flandre a réussi à faire. Il faut réfléchir à Je reviens toujours à ça, je suis désolé, Madame Onkelings disait début des années 2000, tous bilingues, mais on n'est pas arrivé. Mémoire, oui. Oui, mais donc la question est aussi de savoir l'apprentissage des langues et la maîtrise du néerlandais qui est quand même qui
facilite l'accès à l'emploi, notamment sur le marché de l'emploi flamand, où il y a beaucoup de pénuries et il y a beaucoup de besoins non satisfaits. Et donc, cette mobilité géographique permettrait quelque part, de réduire cette fracture, parce que la fracture, elle est aussi là, en termes d'emploi, entre la Flandre et la Wallonie, entre la Wallonie et Bruxelles. À Bruxelles, sans néerlandais, c'est quand même difficile de pouvoir prétendre à accéder à un emploi. Oui. Donc, il y a cette question-là aussi qui devrait être envisagée, donc l'apprentissage des langues. Pourquoi? Je ne comprends pas. On n'a toujours pas cette exigence d'apprendre le néerlandais dès l'enseignement fondamental et jusqu'à l'enseignement supérieur. Alors Jean Hendrix, vous avez fait beaucoup de travaux, beaucoup d'études. Vous avez, si je ne me trompe pas, participé à ce fameux comité d'études sur le vieillissement. Enfin, vous avez travaillé beaucoup sur cette question du vieillissement qui est évidemment très importante aujourd'hui. Quel est votre regard sur la réforme des pensions? Je lisais qu'il y a le comité d'études du vieillissement précisément qui disait que les réformes initiées par ce gouvernement allaient quand même en partie diminuer la hausse des dépenses sociales. Est-ce qu'on a enfin mis le pied dans une dynamique vertueuse? On va dans une bonne direction. Donc je pense que c'est difficile de contester qu'aller vers une harmonisation, même si elle est très progressive, elle va se faire sur 40 ans, mais harmoniser le régime des fonctionnaires avec celui des salariés devient quelque chose d'inévitable, j'ai envie de dire, et nécessaire même. Donc, même si ça fait mal et même si certains contestent... Oui, mais ça fait mal très progressivement, il n'y a rien de brutal là derrière. Comme je vous l'ai dit, l'harmonisation va se faire sur 40 ans, donc c'est une pilule qui peut passer très progressivement. Ceux qui sont sur le point de partir à la retraite ne seront pas directement impactés, donc ça va se faire vraiment très progressivement. Dans un monde où, de toute façon, de plus en plus de fonctionnaires seront contractualisés, c'est-à-dire des salariés. Donc là, je pense qu'on exagère un peu le danger. Mais donc, l'idée aussi de limiter les indexations sur les pensions les plus élevées, ça me paraît quand même... Vous savez, on parle de pensions brutes de plus de 5 500 € par mois. Ça va. Ça va. Ça concerne quoi? 65 000 pensionnés sur 2 500 000 pensionnés. Donc, c'est une toute petite fraction. Donc, on ne va pas non plus exagérer la facture pour ce groupe-là. Je pense que c'est confortable et peuvent se permettre d'avoir une limitation de leur hausse de pension. On va quand même vers un système qui est organisé de manière uniforme, avec les mêmes règles, et c'est ce que la commission de réforme des pensions en 2014 avait proposé. On ne va pas vers un système à points, mais c'est pas grave, mais on va vers un système... Ce qui était un peu la qui est peut-être trop... Voilà, qui a fait un peu peur, dans un contexte où les gens ont déjà peur pour leur pension. Donc, c'était ça qui était un peu contradictoire. Venir avec un système nouveau qui fait peur, qui change un peu toutes les règles. On touche à quelque chose on a un problème de confiance, on vient en fait aggraver ce problème-là. On doit apporter de la sécurité. Et ça ne se faisait pas avec des points, ça doit se faire avec des garanties de pension, et des règles claires qu'on ne change plus. Et qui soient prévisibles et lisibles. Et donc là, je trouve que cette harmonisation est tout à fait défendable. Il y a un certain nombre de choses. De promouvoir le second pilier est aussi quelque chose qui me semble tout à fait recommandable. On ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir tout sous forme d'une pension légale. On sait qu'elle ne sera pas très élevée pour certains, donc il faut pouvoir constituer une pension complémentaire. Ça paraît, avec des risques qui sont différents des deux côtés. Donc on diversifie les risques. Parce que finalement, une pension légale, c'est une pension politique, Elle dépend des décisions politiques. On n'a pas nécessairement envie que toute notre pension soit finalement, exposée à un risque politique de changement des règles en cours de route. Donc ça, les gens, je pense, peuvent adhérer à cette réforme, mais elle reste quand même marginale, j'ai envie de dire, face au poids des pensions. 65 milliards, on fait peut-être des économies de l'ordre de 500 millions à tout casser. Ce que j'allais dire, on est face à trois quand même montagnes, et peut-être davantage encore, mais en tout cas, il y a la montagne du vieillissement, il y a la montagne de la défense maintenant, avec la nécessité d'augmenter nos investissements dans le domaine, il y a la montagne climatique qui reste quand même là, la transition qui est nécessaire. Mais quand même, ça veut dire qu'il y aura des tours de vis qu'on est tout début. Il y a quand même quelque chose, je voudrais dire, sur les pensions qui est quand même remarquable, dont on parle peu, ça m'étonne, c'est l'introduction du malus. Oui. Parce que le malus, lui, va avoir un vrai effet, il va permettre quand même aussi de limiter les dépenses. Parce que les malus, ça signifie concrètement quelqu'un qui part effectivement à 60 ans pour un âge légal à 66 ans. Au début, c'est 2% de pénalité par année d'anticipation. Ça veut dire 6 ans d'anticipation, ça fait 12% de réduction de pension. Donc ça va déjà pousser normalement des gens, une bonne partie des gens, à poursuivre leur activité, à partir moins tôt. Ça, c'est nouveau. On avait ça dans le passé en Belgique, on l'a enlevé.
Et donc, on réinstaure ce malus. Et ça, c'est quand même une règle saine qu'on observe dans tous les autres pays. Donc, on était une exception à ce niveau-là. On avait inventé un système tout à fait ad hoc belge où on avait créé un bonus pour anticipation. C'était la proposition de la ministre des Pensions précédente, en fait. On allait donner un bonus à des gens qui continuent à travailler au-delà de l'âge de la pension anticipée. Non, ça se fait nulle part ailleurs, ça. Donc, alors, par rapport à mes 3 montagnes, est-ce que ça veut dire qu'il y aura des tours de vis qui vont s'imposer davantage encore? Est-ce qu'on est qu'au début du chemin, en fait? Mais le réarmement, ou en tout cas réinvestir dans notre sécurité ou cybersécurité, on peut l'appeler comme on veut, parce qu'on sait une guerre hybride ici, ce qui se passe. Hein. Donc ça demande quand même 5% du PIB là-dedans. On s'engage, c'est un doublement. Il faut aller chercher l'argent, 5%. Et donc, pour l'instant, ce que je constate, on passe de 1 à 2%. Comment on finance ça? Avec des mesures ad hoc, one shot. On prend quoi? On prend 500 millions chez Belfus de dividendes. Et ça, c'est pas quelque chose qui est récurrent. On prend 1 milliard dans les fonds structurels européens, là, le plan de relance, mais ça, c'est pas un financement permanent. Oui, donc on devra trouver d'autres solutions. Oui, on va devoir trouver des... Et on prend, laissez-moi finir, donc, sur la taxation des revenus des avoirs russes gelés. Et ça, c'est pas... je ne sais pas combien de temps ils vont être gelés, vous voyez, et combien de temps on va avoir du rendement là-dessus, qu'on pourra le taxer, vous comprenez. Et donc là, on se rend compte qu'on a des petites mesures temporaires qui sont supposées financer quelque chose qui est un engagement structurel. Ça veut dire que l'année prochaine, on devra trouver des réponses chaque fois, structurelles. Il fallait chercher autre chose. Et vous avez vu que ça a créé des cris quand on a été chercher les 500 millions chez Belfus. Hein. Donc ça, c'est effectivement, on est en difficulté financière. L'État belge est clairement en difficulté financière. Et on a besoin de créer de la prospérité, de créer de la valeur ajoutée, d'avoir de la croissance, hein, disons-le clairement, et de créer de l'emploi pour pouvoir... et créer de l'emploi, c'est plus de personnes à l'emploi. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Donc, on doit faire très attention à ce que nos emplois ne soient pas délocalisés vers la Chine, vers les États-Unis. C'est ce que Trump veut faire. Hein. Ces taxes, ce n'est pas pour percevoir des taxes sur nos exportations. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on aille installer nos entreprises chez lui. Tout simplement. C'est ça le but. Hein. Et donc, ça, ce serait dramatique pour nous, effectivement. Hein. Alors, je fais une petite digression, mais qui n'en est pas vraiment une pour terminer. Je vais dévoiler un peu vos vacances d'été, si je peux. Vous revenez d'un grand tour en Pologne. Oui. Et vous m'avez dit avant cette émission que c'était assez spectaculaire ce que l'on voit là-bas, notamment au niveau économique, avec une évolution importante. Est-ce qu'il y a des leçons à retenir de ce pays ? Mais en tout cas, on ressent une vitalité, on ressent un dynamisme, on sent une énergie, on sent une jeunesse. J'étais même surpris. Beaucoup d'enfants, de familles avec des enfants, même parfois des parents assez jeunes, très jeunes, dans les restaurants, partout dans les villes, dans les infrastructures. Les infrastructures, bon, c'est un pays qui est assez plat, il faut le dire aussi, ça favorise, mais il y a du vélo partout, des pistes cyclables sécurisées, doublement sécurisées avec des fossés, des arbres, et très agréable en fait. Tout le monde est à vélo. Des parkings à vélo, donc on se croirait un peu à Leuven aux Pays-Bas ici, mais c'est vraiment spectaculaire, et des infrastructures, des parcs, un héritage communiste, j'ai envie de dire aussi, avec les infrastructures sportives, des écoles en très bel état, des bâtiments scolaires magnifiques en fait, et donc ça fait plaisir de voir que l'Europe a réussi cette transition, d'intégrer un pays tel que celui-là, et qui, quelque part, à mon avis, va très rapidement devenir une des locomotives européennes, en quelque sorte, qui rattrape son retard très libérale aussi, c'est-à-dire peu de règles, une volonté d'aller de l'avant. Ah, mais j'aime bien que vous me disiez ça, parce que ça, c'est une lecture occidentale, j'ai envie de dire, de ça. Il faut rappeler l'histoire du pays. C'est un pays qui était soumis à l'emprise russe et au dictat russe, qui n'avait aucune liberté. Donc, toutes les règles étaient imposées par la Russie. Hein. Et donc, j'ai visité le musée Solidarność. C'est se libérer de cette emprise et de ces règles, ce dictat russe. Et ici, c'est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas prêts de se soumettre au dictat européen et aux règles de la Commission européenne. Soyons clairs, dans le rapport Draghi, on est surréglementé en Europe. On réglemente tout, en quelque sorte. Tout ce qui bouge, on le réglemente, et tout ce qui ne bouge plus, on le subsidie. Vous voyez, vous avez résumé. Et donc, quelque part, cette tendance d'aller d'une bureaucratie soviétique, si je puis dire, à une bureaucratie européenne, ça ne leur plaît pas trop. Hein, ils aiment bien de garder aussi... évidemment, ils ont bénéficié de l'argent européen, mais ils ont aussi très bien investi dans leurs infrastructures. Voilà. Ils ont réussi on a peut-être des exemples à retirer en Wallonie, par exemple. En Wallonie, on pourrait aller faire quelques visites là-bas, voir les parcs industriels, comment ils se sont développés, et on réussit à attirer, évidemment, des usines, beaucoup d'usines chez eux. Oui.
Donc des leçons à retenir. Bon, ben voilà. Comme quoi, les vacances, ça peut nourrir, y compris la réflexion. Merci en tout cas, Jean-Hendrik, c'était bien passionnant. On pourra encore parler de beaucoup de choses, mais on vous réinvitera, c'est promis. On aura encore d'autres sujets sur la table. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk et à la semaine prochaine.